il y a des livres quand même que je connais, je vous dis. Hein. Alors, mon pauvre Pépito, on arrive au mercaille. Hein? Qu'est-ce que t'as, toi? Tu fais la gueule? Il y a quelque chose qui va pas? J'ai perdu mon transistor. Et alors, t'as perdu ton transistor, qu'est-ce que tu veux que ça nous fasse? T'as qu'à t'en servir toi-même de ton cerveau pour te servir de transistor. Ah, bon, et oui, quand même, bon. bon. Entendez ça, monsieur Bourricot? Et attends, et dis donc, tu permets, hein? Avec le cagnasse qu'on s'est tapé toute la journée, je vais te dire que j'ai le droit d'avoir un petit peu de tranquillité. Et je descendrai quand j'en ai envie. Et si j'ai envie de rester là-dessus, c'est mon transistor à moi. Allez. Eh, Pépito! Eh oui, t'es. Qu'est-ce que tu ouvres là? Un calandos, une boule de pomme et un boule de pain. Ah, et moi, la chaleur, ça m'a foutu en l'air. Je suis incapable à bouffer quoi que ce soit. Putain, mais le jour il tombe pas, il te fait une chaleur, on est quel cagnasse. Ah, ça? Eh, Pépito! Eh, perdu ton transistor, et t'as perdu ton transistor. Tu sais, t'as ton couteau et une pomme. Eh bien, tu regardes ton couteau, tu regardes ta pomme et tu te racontes une histoire. Il n'y a rien de plus simple. Ah bon? Et c'est l'histoire de la pomme et du couteau. Et si cette histoire ne te plaît pas, t'as qu'à te raconter l'histoire du couteau et de la pomme. Et puis c'est tout. Ah, t'as de bonnes idées, toi? Et absolument. Et je peux même te raconter d'ici des choses absolument extraordinaires. Et un con sur une moto de paille en train de bouffer une pomme. Et absolument, et ça peut aussi faire un rêve. Allez, mon pauvre, qu'est-ce que tu veux? Quand on n'a pas de transistor, on a des rêves. Et le drame, c'est que tes transistors, eh bien, ils les ont tous tués, les rêves. Oui, monsieur, c'est pas la peine que tu me regardes avec cette tête. C'est le même... Tu vois ce pépito-là? Eh bien, si j'en faisais une pépita et que je te disais, par exemple, c'est plus un âne, c'est une mule. Et je peux te raconter une histoire pendant un bon moment sur une mule. Ah oui? Eh oui, de même que je peux te raconter une histoire sur le soleil. Ou sur une rose. Ah, t'es fort, toi. Et alors, absolument. Tu veux que je te raconte une histoire sur une mule? Allez, vas-y. Eh, mon pauvre, je te laisse un peu parce qu'on dit, mon pauvre, t'as un peu plus. Comment vas-tu? Tu vas bien? Oh, tu es joli, toi. Tu es le seul âne pas têtu de toute la région qu'on en a pu trouver. Oui, tu es mignon comme toi. Alors, tu vas jouer la mule. Et bien, moi, je vais te raconter une histoire. Il faut que je sorte le chapeau de travail et que je mette la casquette du dimanche. On ne raconte pas une histoire dans n'importe quelle tenue, mon garçon. Apprends ça. Et même si ça te plaît pas de l'entendre, c'est le même prix. Putain, dis donc. Là. Mon ami. Il fait bon ici, hein. Oh. Il y a même les chats qui sont de la fête. Je pourrais aussi te raconter l'histoire de la pomponnette. Eh oui. Tu connais pas la pomponnette? Non. Eh bien, c'est l'histoire d'une chatte. Voilà. Eh bien, en attendant, je vais te raconter l'histoire de la mule. Voilà. Et vas-y, t'écoutes. Et je m'installe confortablement. Voilà, et je suis installé là comme un pape. Eh bien, je vais te raconter l'histoire de la mule du pape. Voilà, comme ça tu feras plus la gueule parce que tu n'as plus ton transistor. Ah, il fait un temps superbe. Oh, mais quel paysage. De tous les jolis dictons, proverbes ou adages dont nos paysans de Provence passementent leur discours, je n'en sais pas un de plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À 15 lieues, autour de mon moulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape qui garde 7 ans son coup de pied ». J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir, ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant 7 ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet, pas même Français Mamaille, mon joueur de fifre, qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Francette pense comme moi qu'il y a là-dessous quelque ancienne chronique du pays d'Avignon. Mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. Vous ne trouverez cela qu'à la bibliothèque des cigales, m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne. Et comme la bibliothèque des cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer pendant 8 jours. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit, et desservie par de petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. J'ai passé là quelques journées délicieuses. Et
Après une semaine de recherche sur le dos, j'ai fini par découvrir ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire de ma mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant 7 ans. Le conte en est joli, quoique un peu naïf. Et je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai lu hier matin, dans un manuscrit couleur du temps, qui sentait bon la lavande sèche et avait de grands fils de la Vierge pour signer. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu. Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était du matin au soir, des processions, des pèlerinages, les rues remplies de fleurs, tapissées de hautes lisses, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, et les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs par là-dessus, le bruit des cloches, et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler là-bas du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse. Il faut qu'il danse. Et comme en ce temps-là, les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, au vent frais du Rhône, et jour et nuit, l'on y dansait, le retent, l'heureuse ville, des hallebardes qui ne coupaient pas, des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir, jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du comtat savaient gouverner leur peuple. Voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Il y en a un surtout, un bon vieux qu'on appelait Boniface. Ah, celui-là, que de larmes on a versé en Avignon quand il est mort. C'était un pape si aimable, si avenant. Il vous riait si bien du haut de sa mule. Et quand vous passiez près de lui, fussiez-vous un pauvre petit tireur de garance ou le grand viguier de la ville, il vous donnait sa bénédiction si poliment. Un vrai pape d'Yvetot, mais de Yvetot de Provence, avec quelque chose de fin dans le rire, un brin de marjolaine à sa barrette, et pas la moindre Jeanneton. La seule Jeanneton qu'on lui ait jamais connue à ce bon prince, c'était sa vigne. Une petite vigne qu'il avait plantée lui-même à 3 lieues d'Avignon, dans les myrtes de Châteauneuf. Tous les dimanches, en sortant de Vêpres, le digne homme allait lui faire sa cour. Et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour, étendus au pied des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru. Ce beau vin, couleur de rubis, qui s'est appelé depuis le Châteauneuf des Papes. Et il le dégustait par petits coups, en regardant sa vigne d'un air attendri. Puis, le jour tombant, et le flacon vidé, il rentrait joyeusement à la ville. Et quand il passait sur le pont d'Avignon, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit amble sautillant, tandis que lui-même, il marquait le pas de la danse avec sa barrette. Ce qui scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple, « Ah, le bon pape! Ah, le brave prince !» Après sa vigne de Châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était sa mule. Le bonhomme en raffolait de cette bête-là. À tous les soirs, il allait voir si son écurie était bien fermée, si rien ne manquait dans sa mangeoire, et jamais il ne se serait levé de table sans faire préparer sous ses yeux
un grand bol de vin à la française avec beaucoup de sucre et d'aromates qu'il allait lui porter lui-même malgré les observations de ses cardinaux. Il faut dire aussi que la bête en valait la peine. C'était une belle mule, noire, tachetée de rouge, le pied sûr, le poil luisant, la croupe large et pleine, portant fièrement sa petite tête sèche, toute harnachée de pompons, de nœuds, de grelots d'argent, de bouffettes, avec cela, douce comme un ange, l'œil naïf, et de grandes oreilles, toujours en branle, qui lui donnaient l'air bon enfant. Tout Avignon la respectait. Et quand elle allait par la vie, il n'y avait pas de bonne manière qu'on ne lui fit, car chacun savait que c'était le meilleur moyen d'être bien en cour. Et avec son air innocent, la mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune. À preuve, Tistévédène et sa prodigieuse aventure. Ce Tistévédène était dans le principe un infortuné galopin que son père Guy Védène, le sculpteur d'or, avait été obligé de chasser de chez lui parce qu'il ne voulait rien faire et débauchait les apprentis. Pendant 6 mois, on le vit traîner sa jaquette dans tous les ruisseaux d'Avignon. Mais principalement du côté de la maison papale. Car le drôle avait depuis longtemps son idée sur la mule du pape. Et vous allez voir que c'était quelque chose de malin. Un jour, que sa sainteté se promenait, toute seule, sous les remparts, avec sa bête. Voilà mon Tisté qui l'aborde et lui dit avec un air d'admiration: « Ah mon Dieu, grand Saint-Père, quelle brave mule vous avez là! Laissez un peu que je la regarde. Ah, mon pape, la belle mule, l'empereur d'Allemagne n'en a pas une pareille. » Et il la caressait, et il lui parlait gentiment, comme à une demoiselle. « Venez ça, mon bijou, mon trésor, ma perle fine. » Et le bon pape, tout ému, se disait dedans lui-même: « Quel bon petit garçonnet, comme il est gentil avec ma mule. » Et puis le lendemain, savez-vous ce qui arriva? Tistévédène troqua sa vieille jaquette jaune contre une belle robe en dentelle, un camail de soie violette, des souliers à boucles, et il entra dans la maîtrise du pape où jamais avant lui on n'avait reçu que des fils de nobles et des neveux de cardinaux. Tisté n'était pas noble. Alors, je suis un peu perdu là. Attends, on était là. Je vais te raconter quoi? J'ai mon transistor qui a une pile qui est éclairée. T'as dit que Tisté n'était pas noble. Ah oui. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu qui lui avait si bien réussi. Et, insolent avec tout le monde, il n'avait d'attention ni de prévenance que pour la mule. Et toujours, on le voyait par les cours du palais avec une poignée d'avoine ou une bottelée de Saint-Foin dont il secouait gentiment les grappes roses d'un air de dire vers le Saint-Père: « Hein? Pour qui ça ?» Tant et tant qu'à la fin, le bon pape qui se sentait devenir vieux en était arrivé à lui laisser le soin de veiller sur l'écurie et de porter lui-même le bol de vin à la française. Ce qui ne faisait pas rire les cardinaux, ni la mule non plus, cela ne la faisait pas rire. Maintenant, à l'heure de son vin,
Elle voyait toujours arriver chez elle 4 ou 5 petits clercs de maîtrise qui se fourraient vite dans la paille avec leurs camailles et leurs dentelles. Puis, au bout d'un moment, une bonne odeur chaude de caramel et d'aromates emplissait l'écurie et Tistet Védène apparaissait, portant avec précaution le bol de vin à la française. Alors, le martyre de la pauvre bête commençait. Ce vin parfumé qu'elle aimait tant, qui lui mettait des ailes, on avait la cruauté de le lui porter là, dans sa mangeoire, de le lui faire respirer. Et quand elle en avait les narines pleines, t'es pas ce que t'ai vu. La belle liqueur de flamme rose s'en allait toute dans le gosier de ses garnements. Et encore, s'il n'avait fait que lui voler son vin, mais c'était comme des diables, tous ces petits clercs, quand ils avaient bu. L'un lui tirait les oreilles, l'autre la queue, Quiquet lui montait sur le dos, Béluguet lui essayait sa barrette, et pas un de ces galopins ne s'imaginait que d'un coup de pied, d'un coup de rein ou d'une ruade, la brave bête aurait pu te les envoyer tous dans l'étoile polaire et même plus loin. Mais non. On n'est pas pour rien la mule du pape. La mule des bénédictions et des indulgences. Les enfants avaient beau faire, elle ne se fâchait pas. Et ce n'était qu'à Tistet Védène qu'elle en voulait. À celui-là, par exemple, quand elle le sentait derrière elle, son sabot la démangeait, et vraiment, il y avait bien de quoi. Mais ce vaurien de Tistet lui jouait de si vilains tours. Il avait de si cruelles inventions à prévoir. Est-ce qu'un jour, il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui dans le clocheton de la maîtrise, là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais? Et ce que je vous dis là n'est pas un compté. 200 000 Provençaux l'ont vu. Vous figurez-vous la terreur de cette pauvre mule lorsqu'après avoir monté pendant 1 heure à l'aveuglette un escalier en colimaçon et grimpé je ne sais combien de marches, elle arriva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière et qu'à 1000 pieds au-dessous d'elle, elle aperçut tout un Avignon fantastique. Les baraques du marché, pas plus grosses que des noisettes. Les soldats du pape, devant leur caserne, comme des fourmis rouges. Et là-bas, sur un fil d'argent, un petit pont microscopique, où l'homme dansait, où l'homme dansait. Ah, pauvre bête, quelle panique! Du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on lui fait? S'écria le bon pape, tout ému. Tistet Védène était déjà dans la cour, faisant mine de pleurer et de s'arracher les cheveux. Oh, ce qu'il y a! Ah, mon Dieu, grand Saint-Père, il y a que votre... Oh, mon Dieu, mais qu'allons-nous devenir? Il n'y a que... Oh, votre mule est montée dans le clocheton. Toute seule? Oh, grand Saint-Père, oui, toute seule. Tenez, voyez là-haut, ces 2 oreilles qui dépassent. On dirait 2 hirondelles. Miséricorde, fit le pauvre pape, en levant les yeux. Mais elle est donc devenue folle. Mais elle va se tuer. Veux-tu bien descendre, malheureuse? Tes pécailles, elle n'aurait pas mieux demandé, elle, que descendre. Mais comment? L'escalier, il ne fallait pas y songer. Ça se descend encore, ces choses-là, mais alors... et ça se monte, je veux dire. Mais alors, à la descente, il y aurait de quoi se rompre 100 fois les jambes. Pauvre bête. Elle tournait sur la plateforme, elle rôdait avec ses gros yeux pleins de vertige. Et tout en tournant, elle pensait à Tistet Védène. Ah, bandit, si j'en réchappe, quel coup de sabot demain matin! Oh putain, ce coup de sabot lui redonnait du cœur au ventre. Sans cela, elle n'aurait pas pu tenir. Enfin,
on parvint à la tirer de là-haut. Mais ce fut toute une affaire. Il fallut pour la descendre un cric, des cordes, une civière. Et vous pensez quelle humiliation pour la mule d'un pape de se voir pendu à cette hauteur, nageant des pattes dans le vide comme un hanneton au bout d'un fil, et tout Avignon qui la regardait, oh la malheureuse bête n'endormit pas de la nuit. Il lui semblait toujours qu'elle rôdait sur cette maudite plateforme, et puis elle pensait à Tistévéden. Et au joli coup de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Ah, mes amis, quel coup de sabot! De Pampérigouste, on en verrait la fumée. Or, pendant qu'on lui préparait cette belle réception à l'écurie, savez-vous ce que faisait Tistévéden? Il descendait le Rhône en chantant sur une galère papale et il s'en allait à la cour de Naples avec la troupe de jeunes nobles que la ville envoie tous les ans près de la reine Jeanne pour s'exercer à la diplomatie et aux belles manières. Et Tistet n'était pas noble, comme je te l'ai dit. Et le pape avait simplement tenu à le récompenser de soins qu'il apportait à la mule, et principalement de l'activité qu'il venait de déployer pour la journée du sauvetage. C'est la mule qui fut désappointée le lendemain. Ah, le bandit s'est douté de quelque chose, pensait-elle en secouant ses grelots avec fureur. Mais c'est égal, va mauvais. Tu le retrouveras au retour, ton coup de batte, ton coup de sabot. Je te le garde. Et elle le lui garda. Après le départ de Tistet, la mule du pape retrouva son train de vie tranquille et ses allures d'autrefois. Plus de quiquets, plus de béluguets à l'écurie. Les beaux jours du vin à la française étaient revenus. Et avec eux, la bonne humeur, les longues siestes et le petit pas de Gavotte lorsqu'elle passait sur le pont d'Avignon. Pourtant, depuis son aventure, on lui marquait toujours un peu de froideur dans la ville. Il y avait des chuchotements sur la route. Les vieilles gens hochaient la tête. Les enfants riaient en se montrant le clocheton. Le bon pape lui-même n'avait plus autant de confiance en son ami. Et quand il lui arrivait de se laisser aller à faire un petit somme sur son dos le dimanche en sortant de la vigne, il avait toujours cette arrière-pensée. Et si j'allais me réveiller là-haut sur la plateforme? Et la mule voyait cela, et elle en souffrait, sans rien dire. Seulement, lorsqu'on prononçait le nom de Tistévéden devant elle, elle avait un petit sourire, et elle aiguisait le fer de ses sabots sur le pavé. 7 ans se passèrent ainsi. Puis au bout de ces 7 années, Tistévéden revint de la cour de Naples. Son temps n'était pas fini là-bas, mais il avait entendu dire que le premier moutardier du pape venait de mourir subitement en Avignon. Et comme la place lui semblait bonne, il était arrivé en grande hâte pour se mettre sur les rangs. Quand cet intrigant de Védène entra dans la salle du palais, le Saint-Père eut peine à le reconnaître tant il avait grandi et pris du corps. Il faut dire que, de son côté, le pape avait vieilli et qu'il n'y voyait pas très bien sans ses vésicles. Tistet ne s'intimida pas. Comment? Vous ne me reconnaissez pas? Mais c'est moi! C'est moi, Tistévéden! Védène?
Mais oui, vous savez bien, celui qui portait son vin français à votre mule. Ah oui, oui, je me souviens, je me rappelle. Oui, oui. Oh, un bon petit garçonnet, ce Tistévéden. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut de nous? Oh, peu de choses, grand Saint-Père. Je suis venu simplement vous demander... À propos, est-ce que vous l'avez toujours, votre mule? Et elle va bien? Ah, tant mieux, j'étais venu vous demander la place de premier moutardier qui vient de mourir. Premier moutardier? À ton âge, quel âge as-tu? 20 ans? 2 mois, illustre pontife. Juste 5 ans de plus que votre mule. Ah, palme de Dieu, la brave bête. Mais si vous saviez comme je l'aimais... Et tu vas pas bouffer le torse comme ça. Lâche ça. Si vous saviez comme je l'aimais, cette mule-là, comme je me suis langui d'elle en Italie, mais est-ce que vous ne me la laisserez pas voir? Mais si, mon enfant, tu la verras, fit le bon pape tout ému. Et puisque tu l'aimes tant, cette brave bête, je ne veux plus que tu vives loin d'elle. Dès ce jour, je t'attache à ma personne en qualité de premier moutardier. Mes cardinaux crieront, mais tant pis, ça, j'y suis habitué. Viens nous trouver demain à la sortie des Vêpres. Nous te remettrons les insignes de ton grade en présence de tout notre chapitre, et puis je te mènerai voir la mule, et nous irons à la vigne tous les deux. Alors, va. Si Tistévéden était heureux en sortant de la salle du palais, avec quelle impatience il attendit la cérémonie du lendemain, et j'ai pas besoin de vous le dire. Seulement, il y avait dans le palais quelqu'un de plus heureux encore et de plus impatient que lui. C'était la mule. Depuis le retour de Védène jusqu'aux vêpres du jour suivant, la terrible bête ne cessa de se bourrer d'avoine et de tirer au mur avec ses sabots de derrière. Elle aussi se préparait pour la cérémonie. Donc, le lendemain, lorsque vêpres furent dites, Tistévéden fit son entrée dans la cour du palais papal. Tout le haut clergé était là. Les cardinaux en robe rouge, l'avocat du diable en velours noir, les abbés du couvent avec leurs petites mitres, tous les camailles violets de la maîtrise. Faites attention qui va vous faire toute la paille, elle sera normale de cette pauvre bête. Il y avait les marguilliers de Saint-Agricot, il y avait aussi tout le bas clergé. Alors, les soldats du pape, un grand uniforme, les 3 confréries de paysannes, de pénitents. Et évidemment, aujourd'hui, quand je te dis que le soleil il avait chauffé, il a chauffé sérieusement. Je te garantis que c'est pas... Pourtant, c'était de la piquette que j'avais vue, mais c'était pas du château neuf du pape, mais il m'a drôlement touché le museau. Alors j'étais en train de te dire, oui, qu'il y avait un monde de fou. Enfin, il y avait beaucoup de monde dans ce truc. Et j'en étais au bas clergé. Oui, alors il y avait là, les 3 confréries de pénitents, il y avait encore... il y avait les ermites du Mont Ventoux. Tu sais, avec leur mine farouche, là. Hein, comme ça. Oui. Et puis le petit clerc qui va derrière en tenant la clochette. Oui. Et enfin, il y avait un monde incroyable. Il y avait aussi les donneurs d'eau bénite, et celui qui allume, et celui qui éteint. Ah, mais personne ne manquait. C'était une belle ordination. Hein. Oh, alors, des pétards, de la musique, des cloches, du soleil, et toujours ces enragés de tambourins qui menaient la danse, là-bas, sur le pont d'Avignon. Quand Védène parut au milieu de l'assemblée, sa prestance et sa belle mine, il fit recourir un murmure d'admiration. C'était un magnifique provençal, mais des blonds, avec de grands cheveux tout frisés au bout, et une barbe follette, qui semblait prise au copeau de fin métal tombé
du burin de son père, le sculpteur d'or. Le bruit courait que dans cette barbe blonde, les doigts de la reine Jeanne avaient quelquefois joué. Et le sire de Védène avait bien, en effet, l'air glorieux et le regard distant des hommes que les reines ont aimés. Ce jour-là, pour faire honneur à sa nation, il avait remplacé ses vêtements napolitains par une jaquette bordée de rose à la provençale. Et sur son chapeau tremblait une grande plume d'ibis de Camargue. Sitôt entré, le premier moutardier salua d'un air galant, puis se dirigea vers le haut du perron où le pape l'attendait avec les insignes de son grade, la cuillée de buis jaune et l'habit de safran. La mule était au bas de l'escalier, toute harnachée et prête à partir pour la vigne. Quand Védène passa près d'elle, il eut un bon sourire. Il s'arrêta pour lui donner 2 ou 3 petites tapes amicales sur le dos, en regardant du coin de l'œil si le Saint-Père le voyait. La position était bonne. La mule prit son élan. Tiens, bandit, attrape! Voilà 7 ans que je te le garde! Et elle vous lui détacha un de ses coups de sabot, si terrible, que de Pampérigouste même, on en vit la fumée, un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis, tout ce qui restait de l'infortuné Tistévédène. Les coups de pied de mule ne sont pas si foudroyants d'ordinaire, mais celle-ci était une mule papale. Et pensez donc, elle le lui gardait depuis 7 ans. Il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique. Allez, ben dis donc. Je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux et nous sommes très touchés, les Baladins, de voir l'accueil que, malgré ce temps superbe qu'il y a, vous nous avez réservé pendant cette petite expérience que nous tentions du théâtre en solde. Tout ce théâtre en solde étant fait pour faire un petit clin d'œil au public et en même temps nous en profitons pour tenter quelques petites expériences, entre autres celle-ci, de découvrir un nouveau lieu pour essayer de faire des choses. Alors, nous nous sommes aperçus que vous n'y voyez pas très bien. J'ai essayé de me jucher le plus haut possible sur des bottes de paille, la chose n'est pas évidente, mais je pense que il peut y avoir dans ce genre de petits lieux une magie si l'on arrive à finir par, aménager tout cela comme il faut. Et j'espère que, vu la campagne que les Baladins sont actuellement en train de mener pour éviter une petite injustice qu'il y a entre 2 centres dramatiques qui ont 1,2 milliard de subventions, je suis désolé de me répéter pour les gens qui l'ont déjà entendu au cours de nos diverses représentations, mais qui font 2-3 créations quand ils travaillent beaucoup, ils en font 2 à 3, et qui sont censés faire en milieu rural et qu'ils n'y vont jamais. Ils font une moyenne de 15 à 20 000 spectateurs par an, ce sont leurs chiffres que je cite, et nous en faisons, nous, beaucoup plus qu'eux, et si je dois dire des chiffres, eh bien nous faisons 10 à 15 créations par an, avec les inconvénients que cela comporte, mais si le public continue de venir, c'est que peut-être il nous fait un minimum confiance. Nous avons 90 millions de centimes de subventions, nous sommes loin d'avoir leur quota à eux, et
Depuis le 1er janvier, nous avons dépassé les 36 000 spectateurs, ce qui laisse entendre qu'avec Montclar Blues, la tournée de G20 ans et la nuit du théâtre, nous atteindrons, si Tali est avec nous, nous atteindrons les 50 000 spectateurs et il y a peu de centres dramatiques qui peuvent se vanter de ça. C'est notre grande fierté. Je vous dis simplement cela, parce que vous venez de plus en plus nombreux au Baladin et que j'espère qu'un jour, nous aurons les moyens, non de vivre comme des ministres, ça n'est absolument pas notre but, mais tout en vivant décemment, d'essayer d'avoir la possibilité de vous accueillir toujours aussi nombreux dans des salles dignes de ce nom et que quand nous nous retrouverons comme aujourd'hui dans un petit coin de rue, placé comme ça un petit peu, ce soit un plaisir, un pur rappel d'un passé un peu des Baladins, de flirter un petit peu avec une espèce de nostalgie, mais que ça ne soit pas une fatalité. Vous nous avez compris jusqu'à maintenant, j'espère que vous continuerez. Je vous remercie beaucoup de tout l'accueil que vous nous réservez régulièrement. Merci.